Europe 1, il est 8h34. Patrick Cohen. Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Omeline, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, lundi de Pentecôte oblige, on parle beaucoup de solidarité. Et oui, en une de la dépêche du midi, cette question, lundi, férié ou solidaire? C'est qu'on ne sait plus vraiment. Alors le Huffington Post vous propose de faire le point. Qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui est fermé? Les bureaux de poste, par exemple, fermés. Même chose pour ceux d'entre vous qui auraient encore un doute à l'heure qu'il est, pour les écoles, les services municipaux, les bibliothèques, bureaux de la CAF, de la Sécurité sociale et de Pôle emploi. Et puis, Presse Océan vous explique à qui bénéficie cette journée de solidarité en listant les projets concrets de prise en charge des personnes âgées dépendantes qu'elle permet de financer en Loire-Atlantique. Mais ce qui ressort surtout, c'est que le système est à bout de souffle. 2,4 milliards d'euros récoltés pour une dépense publique qui s'élève à 24 milliards d'euros, d'où le titre de une de Midi Libre. Pour plus de solidarité, doit-on décréter un second jour? Eh bien non, répond Pascal Chanvert, qui dirige lui-même plusieurs maisons de retraite. Cette piste d'une deuxième journée de solidarité n'est pas la seule. Il y en a d'autres, dit-il. Par exemple, pourquoi pas une taxe sur les successions? Il faut tout étudier et surtout choisir celles qui seront acceptées par une majorité de Français, quelle que soit la méthode retenue, résume Olivier Biscay dans son édito. Tout ça va s'ajouter à bien d'autres contributions qui suscitent déjà des colères, mais l'enjeu en vaut la peine. C'est une question d'avenir, conclut Midi Libre, de responsabilité et de ces valeurs humaines qui nous engagent tous. Alors vous avez dit les écoles fermées, il y a quelques écoles qui font cours et qui ont choisi de mettre des jours, une journée en rattrapage d'un jour férié ou libéré, en tout cas au début du mois de mai. Voilà. En attendant, pour plusieurs journaux, ce lundi de Pentecôte est un jour chômé. Totalement, oui. Vous ne trouverez ni les Échos, ni l'Opinion, ni la Croix, ni l'Humanité en kiosque. Pas de répit en revanche pour le Figaro, qui fait sa une sur l'Italie et l'alliance entre la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles, cette coalition anti-système qui alarme l'Europe, titre le journal. Le Parisien, lui, remet une pièce dans la machine Notre-Dame-des-Landes avec une enquête sur le coût de l'abandon du projet d'aéroport. Et puis on parlait de solidarité. Eh bien, Libération s'attaque ce matin aux organisations humanitaires et l'envers du décor est effarant. Prostitution, viol, agression, abus sans frontières, titre le journal. On a beaucoup parlé du scandale Oxfam qui a confirmé plusieurs cas de recours à la prostitution en Haïti, mais on découvre que l'ONG est loin d'être la seule. Entre autres témoignages, celui d'une humanitaire américaine qui décrit ses collègues faisant venir des prostituées dans leur chambre sur la zone d'intervention, parfois sans les payer. Plusieurs cas ont été rapportés à nos supérieurs, dit-elle, mais il n'y a jamais eu de sanctions. Et c'est précisément le scandale dans le scandale. Certaines organisations reconnaissent recevoir régulièrement des signalements. 18 en 4 ans pour l'ONG Solidarité, 24 en 1 an pour Médecins sans frontières, 8 pour CARE. La Croix-Rouge affirme avoir licencié un salarié l'année dernière pour abus, mais souvent les agresseurs sont simplement mutés. C'est un problème de culture collective où les rapports de domination prévalent, résume une humanitaire. Des prédateurs sexuels profitent du fait que ces populations sont démunies, écrit Alexandra Schwarzbrod dans son édito. Elles n'ont aucun moyen de résister à un abus, encore moins de porter plainte dans des pays où l'état de droit n'est qu'un lointain souvenir. Cela nous confirme encore une fois qu'aucun secteur n'est exempt de scandales de harcèlement, voire de viol. Mais le point positif, conclut-elle, c'est que la parole se libère et que désormais, on ne ferme plus les yeux. Enquête d'Aude Massiot sur le fléau des sexpats, à lire donc dans Libération. Et puis l'autre titre ce matin, c'est la déclaration de Bruno Le Maire hier sur Europe 1 qui remet en question la politique de solidarité. Oui, on en parlait à l'instant. Nous pensons, a expliqué le ministre de l'économie, que nous ne sommes pas condamnés à compenser les inégalités par toujours plus de dépenses publiques et donc toujours plus d'impôts pour le contribuable. Traduction en une du cahier Écho du Figaro, Bercy étudie une baisse des aides sociales. La dépense publique serait trop gargantuesque, le chômage trop cher. Dans l'édito de La Vie, Jean-Claude Guilbeault fustige les éléments de langage de l'exécutif et l'effet ritournelle qui devient comique, d'autant que l'emploi n'est pas la solution à tout, dit-il. Des centaines de milliers d'emplois ont été créés, mais beaucoup sont précaires, à temps partiel, à durée indéterminée et sous-payés.
en s'attaquant au périmètre des prestations sociales, ajoute Dominique Garot dans la Charente Libre. Emmanuel Macron conforte une image de technocrate libéral que ne compense pas ses promesses répétées d'un monde plus protecteur pour les plus démunis. Voilà, autant dire qu'entre les sujets sur la dépendance des personnes âgées, ceux sur la baisse des aides sociales et les autres sur les jobs mal payés, il n'y a pas grand-chose dans la presse pour faire positiver les jeunes actifs. Justement, le magazine Society s'intéresse à eux, précisément à ceux qui ont décidé d'arrêter de travailler. Prends l'oseille et tire-toi. Non. C'est le titre, en tout cas, de l'enquête de Lucas Minicini, qui a enquêté sur cette nouvelle tendance aux États-Unis des vingtenaires bardés de diplômes qui se fixent pour objectif d'accumuler le plus d'argent possible en un minimum de temps pour partir à la retraite aux alentours de 30 ans. C'est ce qu'a fait Jérémy, ex-ingénieur chez Microsoft, installé désormais sur une île aux Philippines. Russell, 21 ans, met tout ce qu'il gagne de côté pour s'arrêter dans 10 ans. Même méthode pour Emma, 26 ans, et ils ne sont pas seuls, puisque sur le réseau social Reddit, plus de 400 000 personnes échangent chaque jour des conseils sur la meilleure façon de prendre sa retraite à 30 ans. Rien de mystérieux dans leur motivation, explique Vicky Robin. Elle est l'auteure d'un livre sur le sujet. Personne n'a fondamentalement envie de se lever le matin pour aller s'asseoir dans un open space, les yeux rivés à un écran toute la journée. Ce qu'ils veulent, c'est se libérer de la société de consommation, dit-elle, et d'un job qui les aspire tout entier. Voilà, dit comme ça, effectivement, c'est beau, c'est très tentant, mais parmi le petit nombre de ceux qui y parviennent, écrit Society, eh bien, certains finissent par subir de lourdes crises existentielles, perte de leur statut social, solitude, ennui. Beaucoup de trentenaires retraités dépriment. Et oui, entre trop ou rien, pas facile de trouver le juste milieu. Il y a pourtant des pistes, il y a des petites idées, comme cette initiative dénichée par Sud-Ouest, portrait de 3 trentenaires qui ont ouvert un espace de no working dédié aux vrais retraités, les plus de 55 ans. C'est à Bordeaux. Tablette, casque de réalité virtuelle, espace fitness, mais aussi canapé et cuisine américaine pour faire des rencontres, parce que le meilleur moyen de lutter contre la dépendance, explique le patron Benjamin Pata, c'est de maintenir un lien social. Si l'on s'isole, on se renferme, et ce, quel que soit l'âge. Voilà, c'est à lire dans Sud-Ouest. Et l'article s'intitule « Vivons heureux avant d'être vieux ». J'ai envie de dire plutôt « Vivons heureux, jeunes et vieux ». Avec un petit peu d'organisation, ça doit bien être possible. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe.